Nécroscope de Brian Lumley. Chapitre 5. Sans plus attendre, Ilse Kinkowski conduisit Dragosani à la mansarde, lui montra la salle de bain et fit mine de partir. Les chambres étaient très jolies, murs blanchis à la chaux et poutres de vieux chêne, avec des placards d'angle et des étagères en bois verni, et Dragosani commençait à se sentir beaucoup mieux. Comme la jeune fille perdait de sa vivacité, il éprouvait davantage de sympathie pour elle, ou plus exactement pour l'ensemble de la famille Kinkowski, qu'il ne connaissait pas encore. Ce serait extrêmement maladroit de sa part de manger ici seul dans sa chambre, compte tenu de l'hospitalité avec laquelle les Kinkowski, père et fille, l'avaient reçu. « Ilse !» l'appela-t-il sur une impulsion. « Mademoiselle Kinkowski. J'ai changé d'avis. Cela me ferait très plaisir de manger à la ferme. Ouais. En fait, j'ai vécu dans une ferme lorsque j'étais enfant. Je ne me sentirais pas dépaysé, et j'essaierai de ne pas paraître trop étrange aux yeux de votre famille. Alors, quand dînons-nous » Tout en descendant les escaliers, elle regarda par-dessus son épaule. « Dès que vous aurez fait un brin de toilette, et que vous descendrez, nous vous attendons. » Elle ne souriait plus à présent. « Ah, alors je descends dans 2 minutes. Merci. » Tandis que le bruit de ses pas dans l'escalier s'estompait, il enleva rapidement sa chemise, ouvrit l'une de ses valises et sortit sa trousse de toilette, une serviette, un pantalon propre et repassé et des chaussettes. 10 minutes plus tard, il dévala l'escalier, sortit de la maison d'hôte et fut accueilli par Kinkowski à la porte de la ferme. « Je suis désolé, vraiment désolé. J'ai fait aussi vite que je le pouvais. »« Ce n'est pas grave. Soyez le bienvenu dans ma maison. Entrez, je vous en prie. Nous allons dîner tout de suite. » À l'intérieur, la ferme était quelque peu oppressante. Les pièces étaient vastes, mais le plafond était bas et le mobilier sombre. Très vieille Roumanie. Dans la salle à manger, où trônait une énorme table carrée qui aurait facilement pu accueillir une 12aine de personnes, Dragosani eut droit à un côté pour lui seul, face à une fenêtre. La lumière était telle que le visage d'Ilse, qui, après avoir aidé sa mère à servir, avait pris place en face de lui, ne formait qu'une vague demi-silhouette. Zach Kinkowski était assis à la droite de Dragosani avec sa femme, qui les avait rejoints une fois ses tâches terminées. Et à sa gauche se tenaient leurs 2 fils, âgés d'environ 12 et 16 ans. Une petite famille au vu du nombre d'enfants habituellement présents sur une exploitation agricole. Le repas était simple, copieux et méritait des compliments. Dragosani ne se fit pas prier et il se sourit tandis que sa mère, Mora, rayonnait de plaisir en le regardant. « J'ai pensé que vous deviez être affamé. Un si long voyage, tout ce trajet depuis Moscou. Combien de temps avez-vous mis ?»« Oh, je me suis arrêté pour manger. J'ai mangé 2 fois et les 2 repas étaient peu satisfaisants et hors de prix. J'ai même dormi 1 heure ou 2 dans ma voiture à la sortie de Kiev. Et bien sûr, je suis passé par Galati, Bucarest et Pitesti, principalement pour éviter l'école de montagne. » Une longue route, en effet. 1600 kilomètres. À vol d'oiseau. Mais je ne suis pas un oiseau. Plus de 2000 kilomètres si j'en crois le compteur de ma voiture. Et toute cette route uniquement pour étudier l'histoire de cette région, fit le fermier en secouant la tête. Ils avaient fini de dîner à présent. Le vieil homme, pas si vieux que cela, en fait buriné, le visage tanné comme du cuir plutôt que flétri par les années, se renversa sur sa chaise avec une pipe en terre remplie de tabac odorant. Dragosani alluma une Rothmans tirée d'un paquet qui en contenait 200 et que Borovitz lui avait acheté à Moscou dans un magasin spécial, réservé à l'élite du parti. Les 2 garçons sortirent pour accomplir leurs tâches du soir et les femmes allèrent faire la vaisselle. La remarque de Kinkowski sur l'histoire de la région avait quelque peu déstabilisé Dragosani, puis il se souvint que c'était la raison supposée de sa venue ici. Tout en tirant des bouffées de sa cigarette, il se demanda ce qu'il devait dire, au juste. D'un autre côté, il était également censé être un entrepreneur de pompes funèbres. Cela ne semblerait peut-être pas trop étrange si ses goûts semblaient tout à fait morbides. L'histoire de la région, oui, en un sens. Mais j'aurais très bien pu aller en Hongrie ou m'arrêter en Moldavie ou encore franchir les Alpes jusqu'à Oradea ou me rendre en Yougoslavie, si ce n'était que cela, ou même continuer vers l'Est jusqu'en Mongolie. Toutes ces régions présentent un intérêt commun pour moi, mais pas autant qu'ici, car c'est le lieu de ma naissance. Et quel est cet intérêt alors ? Ce sont les montagnes ou peut-être les batailles ? Mon Dieu, ce pays a connu bien des conflits. Kinkowski n'était pas simplement poli, mais sincèrement intéressé.
Il versa de nouveau du vin, produit à la ferme, dans le verre de Dragosani, et ensuite remplit le sien. Je suppose que les montagnes en font partie. Et dans cette partie du monde, les batailles aussi, certainement. Mais la légende dans son intégralité est infiniment plus ancienne que toutes les histoires dont nous pouvons espérer nous souvenir. Elle est sans doute aussi ancienne que les collines elles-mêmes. Une chose très mystérieuse et tout à fait horrible. Il se pencha par-dessus la table et regarda fixement les yeux larmoyants de Kinkowski. « Eh bien, continuez, ne me tenez pas ainsi en haleine. Quelle est cette mystérieuse passion, cette ancienne quête qui est la vôtre ?» Le vin était capiteux et avait ôté à Dragosani une grande partie de sa prudence naturelle. Au dehors, le soleil s'était couché et le crépuscule recouvrait la campagne, semblable à un manteau de fumée bleue. De la cuisine leur parvenait le tintement des assiettes et des voix douces, assorties. Dans une autre pièce, une vieille horloge égrenait son tic-tac sourd. C'était le cadre parfait, et avec les habitants de cette région si superstitieux. La légende dont je parle est celle du vampire. Durant un moment, Kinkowski ne dit rien, l'air abasourdi. Puis il se rejeta en arrière, éclata d'un rire retentissant et se tapa sur la cuisse. Le vampire. Oh, j'aurais dû m'en douter. Chaque année, il y en a beaucoup d'autres comme vous, et ils recherchent tous Dracula. Dragosani fut stupéfait. Il ne savait pas très bien à quelle réaction il s'était attendu, mais certainement pas à celle-là. Beaucoup d'autres? Chaque année? Je ne suis pas certain de comprendre. Eh bien, maintenant que les restrictions ont été assouplies, que votre sacré rideau de fer s'est entrouvert, ils viennent d'Amérique, d'Angleterre et de France, et même parfois un ou deux d'Allemagne. Des touristes curieux principalement, mais parfois aussi des gens instruits et des érudits, et tous traquent ce même mensonge, cette légende. Oh, je me suis payé leur tête d'une douzaine de personnes, ici même, dans cette pièce, en faisant semblant d'avoir peur de ce Dracula. Ah, les imbéciles. Voyons, tout le monde sait, même des paysans ignorants comme moi-même, que cette créature n'est qu'un personnage dans une histoire écrite par un Anglais astucieux au tournant du siècle. Tenez, pas plus tard que le mois dernier, ils ont passé un film avec le même titre au petit cinéma de la ville. Non, on ne m'a pas comme ça, Dragosani. Cela ne me surprendrait pas du tout de découvrir que vous êtes venu ici pour servir de guide à mon groupe d'Anglais. Ils doivent arriver vendredi, et oui, eux aussi sont à la recherche du grand méchant vampire. Dragosani tenta de toutes ses forces de dissimuler son désarroi. Des érudits? Des gens instruits? Kinkowski se leva puis actionna la petite ampoule électrique suspendue au milieu du plafond et entourée d'un abat-jour bosselé. Il tira sur sa pipe et entreprit de la rallumer. Des érudits, oui. Des professeurs de Cologne, de Bucarest, Paris. Au cours de ces 3 dernières années, tous armés de leurs calepins de photocopies, de vieilles cartes moisies et de documents d'appareils photo, de carnets, de croquis. Tout un attirail. Dragosani s'était ressaisi, sans oublier leur carnet de chèques, hein. Il simula un sourire entendu, et Kinkowski éclata de rire à nouveau. Oh, bien sûr, leur argent également. Tenez, on m'a dit que là-haut dans l'école des montagnes, il y a des échoppes dans les villages où l'on vend des petites bouteilles contenant ce qui apparemment provient du château de Dracula. Mon Dieu, c'est à peine croyable. Aujourd'hui, ce sera Frankenstein. Je l'ai vu dans un film, lui aussi, et il était vraiment effrayant. Dragosani commença à être en colère, de façon irrationnelle. Il avait l'impression que Kinkowski était en train de se moquer de lui. Ainsi donc, ce nigo Chico Carrier ne croyait pas aux vampires. Il le faisait hurler de rire. Ils étaient comme le Yeti ou le monstre du Loch Ness, des attractions pour touristes, tirées de mythes ou de contes de bonnes femmes. À ce moment-là, Dragosani se fit la promesse que... Mais pourquoi parlez-vous de monstres? Mora Kinkowski était revenu de la cuisine et s'essuyait les mains sur son tablier. Tu devrais être plus prudent, Zach, quand on parle du diable, tu sais. Et vous aussi, Herr Dragosani. Il y a encore des choses dans les endroits isolés que les gens ne comprennent pas. Quels endroits isolés, femme? Voilà un homme qui est venu de Moscou en un peu plus d'une journée. Un voyage qui aurait pris autrefois 1 semaine ou davantage. Et tu me parles d'endroits isolés? Il n'y a plus d'endroits isolés désormais. Oh, mais si, pensa Dragosani. Il y a un endroit affreusement isolé dans votre tombe. Je l'ai senti en eux, une solitude dont ils ne savent même pas qu'elle existe là-bas, jusqu'à ce qu'ils s'éveillent à m'en toucher. Tu sais très bien ce que je veux dire.
On raconte que dans les montagnes là-bas, il y a encore des villages où les habitants enfoncent un pieu dans le cœur des personnes parties trop jeunes ou mortes sans cause évidente pour s'assurer qu'elles ne reviendront pas. Et personne n'y trouve à redire. C'est juste la coutume, pour ainsi dire, comme d'ôter son chapeau devant un convoi funèbre. À ce moment-là, Hills fit son apparition. « Hein ? Et vous êtes un chasseur de vampires, vous aussi, Herr Dragosani ? Mais c'est une bande sinistre, morbide. Allons, vous ne pouvez pas être l'un d'eux. »« Non, bien sûr que non. Je plaisantais avec votre père, c'est tout, mais ma plaisanterie semble s'être retournée contre moi. » Dragosani se leva. « Hey, il est encore tôt, non ? Je suppose que vous êtes encore fatigué. Dommage, j'aurais aimé discuter avec vous. Tant pis, j'ai du travail. Demain, peut-être ? Oh, je suis sûr que nous trouverons le temps de discuter, répondit Dragosani comme il suivait son hôte vers la porte. Hills, prends une torche et accompagne notre invité jusqu'à la maison d'hôte, tu veux bien ? Le crépuscule est encore plus traître que la nuit la plus sombre quand on ne connaît pas le chemin. La jeune fille s'exécuta et guida Dragosani dans la cour. Ils franchirent la barrière et atteignirent la maison d'hôte. Là, elle actionna la lumière dans l'escalier avant de lui souhaiter bonne nuit, et elle dit « Herr Dragosani, il y a un bouton à côté de votre lit. Si vous avez besoin de quelque chose durant la nuit, appuyez dessus. Mais malheureusement, cela réveillera probablement aussi mes parents. Il vaudrait mieux que vous ouvriez à moitié vos rideaux, ce que je verrai depuis la fenêtre de ma chambre. »« Quoi ? En pleine nuit ?» Mais il se laissait peu de doute sur ce qu'elle voulait dire. « Je ne dors pas très bien. Ma chambre se trouve au rez-de-chaussée. J'aime bien ouvrir ma fenêtre et sentir l'air de la nuit. Parfois, je sors même par la fenêtre pour me promener au clair de lune, habituellement vers 1h du matin. » Dragosani acquiesça mais ne répondit pas. Elle se tenait très près de lui. Avant qu'elle puisse se montrer plus explicite, il tourna les talons et monta l'escalier en hâte. Il sentit ses yeux moqueurs posés sur lui jusqu'à ce qu'il ait tourné le coin au premier palier. Une fois dans sa chambre, Dragosani tira rapidement les rideaux de la fenêtre, défit ses valises et se fit couler un bain. Chauffé au gaz, l'eau dégageait de la vapeur d'une manière tentante. Après avoir ajouté des sels, il se déshabilla. Il s'allongea dans la baignoire et demeura immobile, savourant la chaleur et le doux clapotis de l'eau quand il bougeait les bras. Au bout d'un moment, qui lui avait semblé très court, il se surprit à dodeliner de la tête, le menton sur la poitrine, tandis que l'eau se refroidissait. Il se secoua, finit de prendre son bain et se prépara pour se mettre au lit. Il n'était que 22 heures quand il se glissa entre les draps, mais 1 ou 2 minutes plus tard, il dormait d'un profond sommeil. Juste avant minuit, il se réveilla, vit une bande verticale blanche de clair de lune profonde et large de quelques centimètres, semblable à un trait lumineux, qui pénétrait dans la chambre à l'endroit où les rideaux n'étaient pas tout à fait fermés. Se rappelant ce que Ilse Kinkowski avait dit, il se leva, prit une épingle de sûreté et ferma les rideaux hermétiquement. Il souhaitait à moitié que cela puisse être différent. Plus qu'à moitié. Mais c'était impossible. Non qu'il déteste les femmes, ou qu'il en ait peur, c'était plutôt qu'il ne les comprenait pas. Et il avait tout simplement tant d'autres choses à faire. Tant d'autres choses à apprendre et à essayer de comprendre, qu'il n'avait pas de temps à perdre avec des plaisirs douteux ou inconnus. Du moins, c'était ce qu'il se disait. De toute façon, ses besoins étaient différents de ceux des autres hommes, ses émotions moins inconstantes, excepté quand il avait besoin qu'elles le soient. Mais ce qu'il perdait en sensualité commune, il faisait plus que la compenser à travers une sensitivité hors du commun, même si cela aurait ressemblé à un paradoxe pour quiconque connaissait le travail qu'il faisait. Quant à ces autres qu'il devait apprendre, ou au moins essayer de comprendre, elles étaient innombrables. Borovitz était satisfait de lui tel qu'il était, oui, mais pas Dragosani. Il percevait que pour le moment son don ne possédait qu'une seule dimension et qu'il lui manquait une véritable profondeur. Il était donc décidé à lui donner la plus grande profondeur possible, une profondeur inexplorée depuis un demi-siècle. Là-bas, dans la nuit, il y avait quelqu'un qui détenait ses secrets exceptionnels, quelqu'un qui, de son vivant, avait pratiqué une magie monstrueuse et qui, même maintenant, dans la mort, était un mort-vivant. Et là-bas se trouvait la source de toute connaissance pour Dragosani. C'est seulement quand il aurait sondé ce puits que le moment viendrait pour lui de se préoccuper du reste de son éducation, cruellement négligée. Il était minuit maintenant, l'heure des sorcières. Dragosani se demanda jusqu'où les rêves du dormeur s'étendaient, au-delà des limites de la clairière sombre, et s'ils pouvaient se rencontrer à mi-chemin. La pleine lune s'était levée et toutes les étoiles brillaient, là-haut, dans les montagnes. Des loups rôdaient et hurlaient en ce moment même comme ils l'avaient fait 500 ans plus tôt. Tous les auspices étaient donc favorables.
Il retourna se coucher, resta parfaitement immobile et se représenta la tombe brisée où des racines tâtonnaient tels des tentacules fossiles et où les arbres se penchaient pour dissimuler leurs secrets. Il se représenta la tombe et à haute voix, mais également dans son esprit, il dit « Être ancien, je suis de retour. Je vous apporte de l'espoir en échange de la connaissance. C'est la 3e année et il n'en reste que 4. Comment allez-vous » Au dehors, dans la nuit, un vent se leva, soufflant depuis les montagnes. Des arbres murmurèrent tandis que leurs branches s'inclinaient légèrement, et Dragosani attendit un soupir derrière les chevrons au-dessus de sa tête. Mais le vent tomba aussi vite qu'il s'était levé, et à sa place une voix se fit entendre. « Ah, Dragosani, est-ce toi, mon fils? Ainsi tu es revenu vers moi, dans ma solitude. » « Qui voulez-vous que ce soit, vieux démon ? » ?»« Oui, c'est moi, Dragosani. Je suis devenu plus fort. Je possède un petit pouvoir dans le monde, mais je désire davantage. Vous détenez les secrets ultimes du pouvoir et c'est pourquoi je suis revenu et continuerai à revenir, jusqu'à ce que... Encore 4 années, Dragosani. Alors tu pourras t'asseoir à ma droite, et je t'enseignerai de nombreuses choses. 4 années, Dragosani, 4. De longues années pour moi, vieux dragon, car je dois me réveiller chaque matin et m'endormir chaque soir, compter toutes les heures qui nous séparent, et le temps s'écoule lentement. Mais pour vous, comment s'est passée cette dernière année, être ancien ? Elle n'aurait pu être qu'un seul instant fugace, rapide, envolé. Si tu ne m'avais pas dérangé, Dragosani, mais tu m'as donné des désirs ardents. Pendant 50 ans, tandis que je reposais ici, j'ai haï et aspiré à me venger de ceux qui m'avaient mis là. Et pendant 50 ans encore, j'ai désiré uniquement être debout et me mettre à ma besogne, qui est de tuer mes ennemis. Et ensuite, je me suis dit, mais les assassins ne sont plus. Ils ne sont plus que des ossements dans leur tombe à présent, ou de la poussière emportée par le vent. Et dans 100 ans, qu'en sera-t-il des fils, même de mes ennemis alors ? Ah, je pouvais bien me poser cette question. Et que dire de ces armées qui se heurtèrent à ces montagnes dans les siècles passés et affrontèrent les pères de mon père ? Et le Lombard, et le Bulgare, les Avars et les Turcs. Un combattant courageux à son époque, le Turc. Il était mon ennemi, mais rien de plus. Et ainsi, 500 ans se sont écoulés rapidement, car j'oubliais les hauts faits, comme un grand-père oublie sa propre enfance, jusqu'à ce que j'aie tout oublié. Ou presque. Jusqu'à ce qu'on m'ait oublié. Ou presque. Et ensuite, quand il ne resterait plus rien de moi sauf un mot dans un livre, et que le livre lui-même tomberait en poussière, alors je n'aurais plus aucune raison d'être. Et peut-être m'en serais-je réjoui, et tu es venu, toi, un petit garçon, mais un garçon qui s'appelait Dragosani. Comme la voix s'estompait, le vent se leva de nouveau. Les deux se confondirent et disparurent en même temps. Dragosani songea à ce qui devait être fait et frissonna dans son lit. Mais c'était la voix qu'il avait choisie, et c'était son destin. Et redoutant d'avoir perdu le contact avec l'être ancien, il l'appela avec insistance. « Être ancien, vous de la bannière du dragon, de la chauve-souris et du démon, êtes-vous là-bas » ? « En quel autre lieu serais-je, Dragosani ? Oui, je suis ici. Je m'anime dans ce lieu délaissé, dans cette terre qui était ma vie. Je pensais qu'on m'avait oublié, mais une graine a été plantée et a fleuri, et tu t'es souvenu, et tu m'as reconnu. Et grâce à ton nom, je t'ai également reconnu. » Racontez-moi encore. Racontez-moi comment cela s'est passé. Ma mère, mon père, leur venue ensemble. Racontez-moi. Tu as déjà entendu cette histoire 2 fois, et tu veux l'entendre à nouveau ? Espères-tu les retrouver ? Dans ce cas, je ne peux pas t'aider. Leur nom n'avait aucune importance pour moi. Je ne les connaissais pas et je ne savais rien d'eux excepté la chaleur de leur sang. Oh oui, j'en ai goûté une simple goutte, une petite tache rose.
Mais ensuite, il y avait quelque chose d'eux en moi et quelque chose de moi en eux qui t'a été transmis. Ne me pose pas de questions sur eux, Dragosani. Je suis ton père. Désirez-vous arpenter cette terre? Respirer et étancher votre soif de nouveau, être ancien? Désirez-vous massacrer vos ennemis et les repousser comme autrefois, comme vos ancêtres avant vous? Et cette fois en votre nom et non plus comme un simple mercenaire au service des ingrats prin-disciples de la famille Dracul? Si c'est le cas, alors faites un marché avec moi, parlez-moi de mes parents. Parfois un marché ressemble à une menace, Dragosani. Est-ce que tu me menacerais? Tu oses me remémorer les Vlad, les Radu, les Dracul et les Mircea. Tu me traites, moi, de mercenaire? Mon garçon, à la fin, mes soi-disant maîtres me redoutaient plus que le Turc lui-même. Et c'est pour cette raison qu'ils m'ont chargé de fer et d'argent et m'ont enterré en ce lieu secret, dans ces mêmes collines en forme de croix que j'avais défendues avec mon sang. Je m'étais battu pour eux, en vérité pour leur sainte croix, leur chrétienté, mais à présent je me bats pour en être délivré. Leur perfidie est ma souffrance, leur croix est une dague dans mon cœur. Une dague que je ne peux pas retirer à votre place. Vos ennemis sont revenus, vieux démons, et il n'y a personne pour les repousser excepté vous. Et vous êtes là-bas, impuissants. Le croissant du Turc a été remplacé par la faucille d'un autre, et ce qui ne peut pas trancher, il l'écrase avec un marteau. Je suis un Valak tout autant que vous, dont le sang est plus ancien que la Valachie elle-même. Je ne tolérerai pas l'envahisseur, moi non plus. Eh bien, il y a un nouvel envahisseur maintenant, et nos chefs sont de nouveau des fantoches. Alors, que décidez-vous? Êtes-vous satisfait de votre sort, ou bien désirez-vous vous battre à nouveau, la chauve-souris, le dragon et le démon, contre la faucille et le marteau? Un soupir se fit entendre, chuchotant avec le vent dans les chevrons. Très bien. Je vais te raconter comment cela s'est passé et comment tu es né. C'était le printemps. Je le sentais dans le sol, le temps de la croissance des plantes. L'année... Mais que sont les années pour moi? Il y a un quart de siècle en tout cas. C'était en 1945. La guerre allait bientôt se terminer, les Sgadi étaient ici. Ils avaient fui et s'étaient réfugiés dans les montagnes comme ils l'avaient fait pendant des siècles. Fuyant la machine de guerre allemande, ils étaient venus ici par milliers, et le plateau transylvanien les protégeait comme toujours. Les Allemands les avaient rassemblés, Sgani, Romani, Scielki, Bohémiens, appelez-les comme vous voudrez, dans toute l'Europe pour les exterminer avec les Juifs dans les camps de la mort. Staline avait fait déporter de nombreuses minorités prétendument des collaborateurs de Crimée et du Caucase. Telle était la situation, et ce fut à ce moment-là que la guerre cessa, au printemps 45, mais nous avions capitulé plus de 6 mois auparavant. En tout cas, la fin de la guerre était proche, les Allemands étaient en déroute. Fin avril, Hitler s'est suicidé. Je sais seulement ce que tu m'en as dit. Capituler, dis-tu. Cela ne me surprend pas. Mais 1945 plus de 4 siècles et demi se sont écoulés, il y a toujours des envahisseurs. Et je n'étais pas là pour boire le sang de la guerre. Oh oui, tu éveilles de vieux désirs en moi, Dragosani. En tout cas, c'était le printemps quand ces deux-là sont arrivés. Je suppose qu'ils fuyaient, peut-être la guerre, qui peut le dire. En tout cas, ils étaient très jeunes et portaient du sang ancien. Des bohémiens, en vérité, oui. De mon temps, quand j'étais impuissant boyard, des milliers d'êtres comme eux m'avaient vénéré, prêté allégeance à moi et non aux bas arabes, Vlad et Vladislav, tous des fantoches. Mais me vénéreraient-ils toujours? Et avais-je toujours de l'influence sur eux? Ma tombe était déjà brisée à cette époque, comme elle l'est maintenant, non visitée depuis le jour où on m'avait enterré, sauf par des prêtres, durant les 50 premières années qui maudissaient le sol où je reposais. Ainsi donc ils arrivèrent une nuit alors que la lune voguait au-dessus des montagnes. 2 jeunes, des Sekeli, un garçon et une fille. C'était le printemps, il faisait chaud mais les nuits étaient froides. Ils avaient des couvertures et une petite lampe à huile. Ils portaient également en eux la peur et la passion.
Fut cela, je pense, qui me tira de mon sommeil, ou peut-être étais-je déjà à moitié éveillé. Après tout, des engins de guerre grondaient et leur tonnerre faisait vibrer le sol. Peut-être était-ce cela qui avait agité mes vieux os. J'ai senti ce qu'ils faisaient. Durant 4 siècles et demi, et même davantage, j'avais appris à reconnaître la chute d'une feuille tombant d'un arbre, la timide glissade d'une plume de bécasse des bois. Ils tendirent une couverture entre les 2 dalles inclinées pour se faire un abri. Ils allumèrent la lampe pour se voir et aussi pour se réchauffer. Ah, les Skekeli. Ils n'avaient pas besoin d'une lampe pour avoir chaud. Ils m'intéressèrent. J'avais appelé pendant des années, pendant des siècles, et personne n'était venu. Personne n'avait répondu. Les gens étaient peut-être empêchés par les prêtres, par des mises en garde, par des mythes qui étaient devenus des légendes au cours de ces longues années. Ou bien peut-être de mon vivant. Mes excès avaient été... Tu m'as dit, Dragosani, que le nombre de mes grands exploits sont à présent attribués à Vlad, et que l'on m'a réduit à un vulgaire fantôme pour faire peur aux enfants. Plus encore, mon nom a été rayé des anciens registres, car c'était leur habitude en ce temps-là. S'ils craignaient quelque chose, ils le détruisaient et faisaient comme si cela n'avait jamais existé. Mais pensaient-ils réellement que j'étais le seul de mon espèce? Je ne l'étais pas. Je ne le suis pas. J'étais un parmi quelques d'autres qui, autrefois, avaient été très nombreux. La nouvelle de mon triste sort était certainement parvenue aux autres. Pendant des centaines d'années, cela m'avait mis en colère que personne ne soit venu me délivrer ou au moins me venger. Et quand enfin quelqu'un vint, ce fut des bohémiens, des Skekeli. La fille était effrayée et ne parvenait pas à la rassurer. Je m'en chargeai. Je me suis glissé dans son esprit et lui ai donné la force d'affronter ses peurs, quelles qu'elles fussent, et de s'unir à ce garçon dans une ardente étreinte de chair. Oui, et elle était vierge. Son hymen était intact. J'aurais pu mourir de nouveau dans ma tombe tant je le convoitais. Un hymen intact. Pour citer un très vieux livre de mensonges, ainsi tombèrent les puissants. J'en avais pris 2000 à mon époque, d'une manière ou d'une autre. Et dire qu'ils ont appelé le jeune Vlad l'empaleur. Ainsi donc, ils étaient amants, mais pas encore au plein sens du terme. Lui était un garçon, un jeune freluquet qui n'avait jamais sauté une pute, et elle, une vierge. Alors je suis entré également dans l'esprit du garçon, et je leur ai légué la nuit. J'ai tiré de la force d'eux, et eux en ont tiré de moi. Ils ont eu une nuit de moi, une seule, car ils sont partis avant l'aube. Après cela, je n'ai plus rien su d'eux. Excepté qu'elle m'a porté dans son ventre et m'a abandonné sur le pas d'une porte, là où on m'a trouvé. La réponse mit un moment à venir, soupirant dans le vent qui n'était guère plus qu'une brise à présent. L'être ancien dans la tombe était fatigué. Il ne lui restait plus que quelques forces, même pour penser. La terre le gardait en son sein dur, tourné sur son axe inexorable et le berçait, mais finalement, il répondit dans un soupir. Oui, mais au moins elle savait où te déposer. C'était une bohémienne, tu te rappelles? Une nomade. Et pourtant, quand tu es né, elle est revenue pour t'apporter ici. Elle t'a apporté chez toi. Elle a fait cela car elle savait qui était ton véritable père, Dragosani. On pourrait dire que de toute ma vie, laquelle fut sanglante au-delà de toute mesure, une seule nuit fut associée à un acte d'amour sincère. Et ma seule récompense, une simple tache de sang, une toute petite goutte, Dragosani. Le sang de ma mère. Celui de ta mère qui a éclaboussé la terre où je repose, mais une goutte si précieuse, car c'était seulement ton sang et il coule dans tes veines en ce moment même. Et ensuite, quand tu étais enfant, il t'a ramené à moi. Dragosani était silencieux, sa tête remplie de pensées, de visions, de pseudo-souvenirs évoqués par les paroles prononcées par la voix. Je viendrai vous rendre visite demain. Nous parlerons plus longuement.
Comme tu voudras, mon fils. Dormez maintenant, père. Une dernière bourrasque de vent secoua une tuile mal fixée tandis qu'en même temps un long et dernier soupir s'éteignait dans la nuit. Dors bien, Dragosani. Et une dizaine de minutes plus tard, là-bas dans la ferme, Ilse Kinkowski se leva de son lit, alla jusqu'à la fenêtre et regarda au dehors. Elle croyait que c'était le vent qui l'avait réveillée, mais il n'y avait pas la plus petite brise. Cela ne faisait aucune différence. Elle avait eu l'intention de se réveiller peu avant 1 heure du matin. Au dehors, tout était argenté en raison du clair de lune. Mais dans la mansarde de la maison d'hôte, les rideaux de Boris Dragosani étaient hermétiquement tirés. Jamais elle ne les avait vus aussi fermés. Et la lumière était éteinte. Le lendemain était un mercredi. Dragosani prit un petit déjeuner rapide et partit au volant de sa voiture avant 8h30. Il emprunta la route qui l'emmena à proximité des collines en forme de croix. Là-bas, dans une vaste cuvette à l'ouest de ces collines, se trouvait la ferme où il avait passé son enfance. De nouveaux propriétaires l'occupaient à présent depuis 9 ou 10 ans. Dragosani trouva un bon poste d'observation sur une piste peu fréquentée et contempla la ferme un moment. Il ne ressentait plus rien, peut-être une toute petite boule dans sa gorge, probablement due à la poussière ou au pollen qui voltait dans l'air sec de l'été. Puis il tourna le dos à la ferme et regarda vers les collines. Il savait exactement où poser son regard. Ses yeux, pareils aux lentilles d'une paire de jumelles, semblèrent se focaliser sur l'endroit, l'agrandissant avec une netteté incroyable et révélant d'innombrables détails. Il pouvait presque voir au travers du dôme de verdure que formaient les arbres jusqu'aux dalles écroulées et à la terre au-dessous. Et s'il se concentrait avec suffisamment d'intensité, peut-être pouvait-il voir plus profondément encore. Il détourna les yeux. De toute façon, cela ne servirait à rien d'aller là-bas avant la tombée de la nuit. Au minimum, lui fallait-il attendre jusque très tard le soir. Puis il se souvint d'un autre soir, quand il était un petit garçon. Après cette première fois, quand il avait 7 ans, 6 mois s'étaient écoulés lorsqu'il retourna à la tombe. Il avait emporté sa luge et un chien bondissait à ses côtés. Bouba était un chien de ferme, en fait, mais il l'accompagnait toujours Boris partout où il allait. Il y avait une petite pente de l'autre côté de la ferme qui descendait vers le village où les enfants se lançaient des boules de neige et faisaient de la luge chaque hiver. Boris aurait dû être là-bas, mais il connaissait un meilleur endroit pour faire de la luge. Le coupe-feu, bien sûr. Il savait également, comme il l'avait toujours su, qu'il était défendu d'aller dans ces collines, et depuis cet été, il savait pourquoi. Parfois, les gens rêvaient de choses étranges là-bas, des choses qui se gravaient dans leur esprit et revenaient la nuit les tourmenter. Ça devait être ça, mais le fait de le savoir ne le dissuadait en rien. Au contraire, cela l'attirait. À présent, avec la neige épaisse qui craquait sous ses pas, les collines semblaient moins menaçantes et le coupe-feu était idéal pour une descente en luge. Boris était très adroit. Il était également venu ici l'hiver dernier seul, et même l'hiver d'avant, quand il était tout petit. Mais cette fois, il utilisa la pente pour une seule fois. Puis, à la mi-hauteur, il regarda sur sa droite pour voir s'il apercevait l'endroit sous les arbres. Ensuite, il laissa glisser sa luge au pied de la colline, et lui et Bouba grimpèrent sous les pins qui projetaient des ombres noires sur la neige. Il retourna voir la tombe, se disait-il, pour se convaincre qu'elle était uniquement cela, la sépulture d'un ancien propriétaire foncier, oublié depuis longtemps et rien d'autre. La première fois avait été un mauvais rêve dû au choc qu'il avait reçu à la tête quand il avait été projeté de sa voiture en carton. Et de toute façon, maintenant, il avait Bouba, qui l'accompagnait et le protégeait. Cela aurait dû être le cas, mais le chien poussa un aboiement plaintif et inquiet comme ils approchaient du lieu secret, et il se sauva. Ensuite, Boris l'aperçut l'espace d'un instant à travers une trouée dans les arbres, au bas de la pente, à côté de la luge. Il agitait la queue craintivement et aboyait par intermittence. Puis Boris fut enfin là-bas, et l'endroit était exactement comme dans son souvenir. Il était même plus sombre, si tant est que ce soit possible, car la neige sur les hautes branches faisait écran à la lumière. L'endroit semblait toujours privé d'air, et le peu d'air qu'il y avait comme auparavant paraissait agité par des formes et des présences invisibles. Sans aucun doute, c'était un endroit propice aux mauvais rêves, particulièrement le soir, et celui-ci approchait. Au loin, Boris percevait seulement à la lisière de son esprit conscient les aboiements de Bouba, qui lui faisaient l'effet de coups de fusil gelés, déchirant l'air.
Souhaitant que le chien se taise, il s'avança à quatre pattes vers les dalles inclinées et le linteau tombé sur le sol qui arborait les armoiries anciennes. À présent que ses yeux s'étaient habitués à la pénombre et qu'il pouvait s'aider de ses doigts gelés pour suivre les symboles de la chauve-souris, du dragon et du démon, il se souvint de la voix empreinte d'un mal absolu qu'il avait cru entendre la dernière fois qu'il s'était trouvé ici. S'était-il s'agi d'un rêve, mais un rêve si réel qu'il s'était tenu éloigné de la pente boisée pendant 6 mois? Et de quoi avait-il peur de toute façon? D'une vieille tombe brisée? Des chuchotements de paysans ignorants de leurs marmonnements et de leurs signes obscurs? D'une voix imaginaire qui évoquait un goût de pourriture dans son esprit? Une voix malsaine, oui, mais tellement pesante. Et d'innombrables fois elle était venue vers lui la nuit, dans ses rêves, quand il était dans la sécurité de son lit, pour lui chuchoter « Ne m'oublie pas, Dragosani ». Obéissant à une impulsion, il lança brusquement à voix haute « Regardez, je n'ai pas oublié, je suis revenu. Je suis ici, chez vous. Non, chez moi, dans mon lieu secret. » Son souffle forma dans l'air de petits nuages de vapeur qui devinrent blancs et dérivèrent avant de se disperser. Boris écoutait chaque fibre de son être. Des chandelles de glace pendaient du rebord d'une dalle inclinée, semblables à des dents luisantes. Les aiguilles de pin formaient une croûte gelée sous ses bottes en peau de porc. Le dernier nuage qu'avait dessiné son souffle dans l'air glacial tomba vers le sol en forme de minuscules cristaux gelés avant qu'il l'inspire de nouveau. Il continuait à tendre l'oreille, mais toujours rien. Le soleil baissait. Boris devait partir. Il se détourna de la tombe. Ses mots prisonniers du froid qui glaçait son souffle envoyèrent leur message vers la profondeur du sol. Ah. Il aurait pu s'agir du soupir du vent dans les hautes branches, mais en l'entendant, Boris se figea, comme si on lui avait enfoncé des clous dans les pieds. Vous? Est-ce que c'est bien vous? Ah, Dragosani. Le fer s'est-il glissé dans ton sang, mon garçon? Est-ce pour cela que tu es revenu? Boris avait répété ce moment une centaine de fois. Sa réponse, sa réaction, si jamais la voix lui parlait de nouveau dans le lieu secret. Bravade inutile. Il ne se souvenait plus de rien à présent. Eh bien, est-ce que l'hiver a gelé et collé ta langue sur tes dents? Parle dans ta tête si tes lèvres sont scellées, mon garçon. Quoi? Es-tu vide? Les loups hurlent dans l'école en ce moment. Les vents en font autant au-dessus des mers et des montagnes. Même la neige en tombant semble soupirer. Et toi, si plein de mots débordant de questions, assoiffé de connaissances, tu serais devenu muet? Boris aurait voulu répondre. Ces collines m'appartiennent, ce lieu est à moi et à moi seul. Vous êtes simplement enterré ici, alors taisez-vous. Et il aurait dit hardiment, exactement comme il l'avait répété. Mais à présent, tout ce qu'il trouva à dire, et encore, à bredouiller, fut ceci. Êtes-vous réel? Comment pouvez-vous exister? Comment les montagnes peuvent-elles exister? Comment la lune peut-elle exister? Les montagnes grandissent et s'érodent. La lune croît et décroît. Elles existent tout simplement. Et il en est de même pour moi. Même s'il ne comprenait pas, Boris s'enhardit. Au moins savait-il où était cet être, dans le sol, et comment pouvait-il faire du mal à quiconque de là où il se trouvait. Si vous êtes réel, montrez-vous à moi. Est-ce que tu te moques de moi? Tu sais que c'est impossible. Tu voudrais me voir en chair et en os. Je ne peux pas faire ça, pas encore. En outre, je vois que ton sang est toujours de l'eau. Oui, et il gèlerait comme la glace sur ma tombe si tu me voyais, Dragosani. Êtes-vous une chose morte? Je suis une chose morte, vivante. Je sais ce que vous êtes. Vous êtes ce que mon beau-père appelle l'imagination. C'est ça, vous êtes mon imagination. Mon beau-père dit que j'ai une très grande imagination. Et c'est en partie vrai, mais ma nature est autre chose que cela. Non, je ne suis pas simplement issu de ton esprit, ne te flatte pas. Boris faisait de gros efforts pour essayer de comprendre. Mais que faites-vous? J'attends.
Vous attendez quoi? Je t'attends, mon fils. Mais je suis là. Et il fit brusquement plus sombre, comme si les arbres s'étaient penchés un peu plus et occultaient la lumière qui restait. Le toucher des présences invisibles avait la légèreté d'une plume, mais elles étaient soudain aussi cinglantes que le givre. Boris avait presque oublié sa peur, mais elle réapparaissait à présent, et ainsi que le disait le proverbe, la familiarité fait naître le mépris. Il avait presque oublié la malveillance absolue que contenait cette voix dans sa tête, mais la mémoire lui revenait enfin. Enfant, ne me tente pas. Ce serait rapide, ce serait agréable et ce serait futile. Tu n'es pas encore assez grand, Dragosani, et ton sang manque de substance. Je suis affamé et je te festoierai volontiers. Et que représentes-tu, sinon une petite bouchée? Je m'en vais. Maintenant. Oui, bah, reviens quand tu seras un homme et non un simple sujet d'irritation. Par-dessus son épaule, comme il quittait rapidement l'endroit en tremblant et se dirigeait vers la dèche vierge du coupe-feu, Boris lança. Vous êtes une chose morte. Vous ne savez rien. Que pouvez-vous m'apprendre? Je suis une chose morte vivante. Je sais tout ce qui a besoin d'être connu et je peux tout apprendre. Sur quoi? Sur la vie, sur la mort, sur la non-mort. Je ne veux pas connaître ces choses. Mais tu les connaîtras. Tu les connaîtras. Et quand m'apprendrez-vous tout cela? Quand tu seras à même de comprendre, Dragosani. Vous avez dit que j'étais votre avenir. Vous avez dit que vous étiez mon passé. C'est un mensonge. Je n'ai pas de passé. Je ne suis qu'un jeune garçon. Vraiment? Tu es un enfant, c'est vrai, mais dans ton sang clair coule l'histoire d'une race, Dragosani. Je suis en toi et tu es en moi, et notre lignée est très ancienne. Je sais tout ce que tu désires savoir, tout ce que tu voudras savoir. Oui, ce savoir sera tien, et tu feras alors partie d'une élite et d'un ordre très ancien. Boris était maintenant à la moitié du chemin qui menait au coupe-feu. Jusqu'à cet endroit et depuis le moment où il avait pris la fuite, sa conversation avait été en partie de l'esbrouf pour dissiper la terreur qui s'était emparée de lui, comme un homme qui s'y flotte dans le noir pour se donner du courage. À présent, se sentant plus en sécurité, il redevint curieux. Il s'agrippa à un arbre, se retourna pour regarder derrière lui et demanda « Pourquoi m'offrez-vous tout cela? Que voulez-vous de moi ?» Rien que tu ne donneras de ton plein gré, uniquement ce qui est offert librement. Je veux juste un peu de ta jeunesse, de ton sang, de ta vie, Dragosani, afin que tu puisses vivre en moi. Et en échange, ta vie sera aussi longue, peut-être même encore plus longue que la mienne. Boris perçut en partie la convoitise, l'avidité, l'appétit insatiable qui transparaissait dans cette voix. Il comprenait, ou peut-être pas. Et l'obscurité derrière lui sembla s'enfler, s'étendre, fondre sur lui tel un nuage noir empoisonné. Il se retourna, s'enfuit, aperçut devant lui le blanc éblouissant du coupe-feu entre les troncs noirs des arbres. « Vous voulez me tuer? Vous voulez que je sois mort comme vous ?» Non, je veux que tu sois un mort-vivant. Il y a une différence. Je suis cette différence et tu l'es également. C'est dans ton sang. C'est jusque dans ton nom. Puis, alors que la voix s'estompait et disparaissait, Boris atteignit l'espace découvert du coupe-feu. Dans la lumière qui déclinait, il sentit sa peur le quitter, et libéré de ce poids, une sensation étrange de joie et d'euphorie l'envahit, à tel point qu'il se tint bien droit tandis qu'il descendait vers le bas de la colline et récupérait sa luge. Bouba l'avait attendu patiemment, mais quand Boris tendit sa main pour le caresser, le chien grogna, recula, et ses poils se hérissèrent sur son dos en une crête rigide. À partir de ce jour, Bouba ne l'accompagna jamais plus. Sous le regard de Dragosani, la neige disparut, en même temps que ce souvenir, et les pentes furent vertes de nouveau. La vieille balafre du coupe-feu était toujours là, mais elle se fondait dans le contour naturel de la colline sous le poids de bientôt 20 années de croissance. Les arbrisseaux étaient devenus des arbres maintenant.
Leur feuillage était épais, et dans 20 ans il serait difficile de dire que le coupe-feu avait existé un jour. Dragosani supposait que quelque part dans les arrêtés administratifs concernant cette région, il devait encore y avoir une clause interdisant de cultiver les champs, d'élaguer les arbres ou de chasser sur la croix verte de ces collines. Oui, car malgré l'absence chez le vieux Kinkowski d'une superstition paysanne plus typique, les vieilles peurs subsistaient. Les tabous étaient toujours là, même si on avait oublié leurs origines. Ils continuaient à exister aussi sûrement que la chose dans le sol existait. Les lois destinées à l'isoler la protégeaient à présent, la préservaient. La chose dans le sol, c'était en ces termes qu'il y pensait, pour lui ce n'était pas « il », mais ça, le vieux démon, le dragon, le vampire, le véritable vampire et non la créature de roman ou de film à sensation. Toujours là, il reposait dans le sol et attendait. Dragosani laissa de nouveau son esprit dériver à travers les années. Alors qu'il avait 9 ans, l'école de Ionesti avait fermé et son père adoptif l'avait mis en pension dans une école de Ploiesti. Là, en très peu de temps, on avait découvert qu'il avait une intelligence très supérieure à la moyenne. L'État était intervenu et l'avait envoyé dans un collège de Bucarest. Toujours à la recherche de personnes douées parmi la jeunesse de leur pays satellite, des fonctionnaires soviétiques du ministère de l'Éducation l'y avaient finalement repéré et avaient recommandé qu'il poursuive des études supérieures à Moscou. Ce qu'il entendait par études supérieures était en fait un endoctrinement intensif à la suite duquel il serait un jour renvoyé en Roumanie pour être un haut fonctionnaire fantoche au sein d'un gouvernement. Fantoche, lui aussi. Mais avant cela, quand il avait appris qu'on le mettait en pension à Ploiesti et qu'il ne pourrait pas revenir à la maison qu'1 ou 2 fois par an, il était retourné à la clairière sombre sous les arbres pour demander conseil à la chose dans le sol. À présent, il était là-bas de nouveau, voguant sur les ailes du souvenir, et il se voyait tel qu'il avait été, un jeune garçon sanglotant en ses mains, agenouillé près d'une dalle brisée et versant des larmes sur le triple symbole de la chauve-souris, du dragon et du démon. Quoi ? Alors que tu sais que je recherche du fer et de la viande, tu m'offres du sel et du brouet. Est-ce vraiment toi, Dragosani, qui porte la semence de la grandeur ? M'étais-je trompé alors ? Et suis-je condamné à reposer ici pour toujours ? Je vais aller à l'école de Ploiesti. Je vais vivre là-bas et ne pourrai pas revenir avant quelque temps. Et c'est là la cause de ton chagrin ? Oui. Alors tu es une fillette. Comment peux-tu espérer apprendre les voies du monde ici, dans l'ombre des montagnes ? Allons, même les oiseaux qui volent voient davantage de choses que toi et s'aventurent plus loin que tu n'es jamais allé. Le monde est vaste, Dragosani, et pour connaître ces voies, tu dois les parcourir. Ploiesti. Mais je connais Ploiesti, ce n'est qu'à une bonne journée de cheval, 2 tout au plus. Est-ce une raison valable pour pleurer ? Mais je ne veux pas y aller. Je ne voulais pas être enterré, mais ils l'ont fait néanmoins. Dragosani, j'ai vu une sœur avoir la tête tranchée, un pieu enfoncé dans sa poitrine. Ses yeux pendaient sur ses joues et je n'ai pas pleuré. Non, mais j'ai poursuivi ces assassins. Je les ai écorchés vifs et je les ai obligés à manger leur peau. Et je les ai violés avec des fers chauffés au rouge. Et avant qu'ils ne meurent, je les ai aspergés d'huile et je les ai enflammés à l'aide d'une torche. Et je les ai précipités du haut des falaises de Brasov. Seulement à ce moment-là ai-je pleuré, des larmes de joie pure. Et toi, tu pleurniches, et je t'ai appelé mon fils. Toi, Dragosani. Je ne suis pas votre fils. Je ne suis le fils de personne. Et je dois aller à Ploiesti. Et ce n'est pas à 2 jours d'ici, mais seulement à 2 ou 3 heures en voiture. Vous qui prétendez savoir tant de choses, vous n'avez jamais vu de voiture, n'est-ce pas ? Non, je n'en ai jamais vu, jusqu'à maintenant. Mais maintenant, j'en vois une dans ton esprit, Dragosani. J'ai vu énormément de choses dans ton esprit. Certaines m'ont surpris, mais aucune ne m'a effrayé. Ainsi, la voiture de ton père adoptif rendra plus facile le trajet jusqu'à Ploiesti. Eh bien, c'est parfait. Et elle te permettra de revenir plus facilement quand le moment sera venu. Mais, à présent, écoute-moi. Va à l'école de Ploiesti. Deviens aussi intelligent que tes professeurs, plus intelligent même. Et quand tu reviendras, sois un érudit et un homme. J'ai vécu il y a 500 ans et j'étais un grand érudit. C'était nécessaire, Dragosani.
Mon érudition m'a été fort utile, et elle le sera de nouveau. 1 an après mon éveil, je détiendrai le plus grand pouvoir dans ce monde. Ah oui. Jadis, je me serais contenté de la Valachie, de la Transylvanie ou de la Roumanie, appelle-la comme tu voudras, et avant cela, il me suffisait que les montagnes m'appartiennent, que personne d'autre ne les convoite. Mais le monde est un endroit plus petit maintenant, et je serai plus grand. Quand j'ai pris part aux guerres des hommes, j'ai connu la joie du conquérant. Alors la prochaine fois, je veux tout conquérir. Et toi aussi, tu seras puissant, Dragosani. Mais chaque chose en son temps. Boris saisit en partie l'importance de ce que disait la voix. Derrière ces mots, il percevait la puissance de la créature qui les prononçait. « Vous voulez que je sois un érudit ?» Oui. Quand j'arpenterai le monde de nouveau, je parlerai à des hommes instruits, pas à des idiots du village. Oh, je t'instruirai, Dragosani, et infiniment plus que tes maîtres à Ploiesti. Tu recevras de moi de grandes connaissances, et à mon tour j'apprendrai de toi sans aucun doute. Et comment pourrais-tu m'apprendre quelque chose si tu es toi-même un ignorant? Vous me l'avez déjà dit. Mais vous en savez si peu sur les choses telles qu'elles sont maintenant. Comment pouvez-vous en savoir plus? Vous êtes mort, ou mort-vivant, enterré dans le sol, en tout cas depuis 500 ans, vous l'avez dit vous-même. Ne sois pas stupide, Dragosani. En fin de compte, tu as peut-être raison, mais il y a d'autres centres de savoir et d'autres sortes de savoir. Très bien. J'ai un présent pour toi. Un présent. Et le signe que je peux t'enseigner des choses que tu ne peux même pas concevoir. Un présent? Tout à fait. Va, dépêche-toi et trouve-moi une créature morte. Une créature morte? Quelle sorte de créature? N'importe laquelle. Un scarabée, un oiseau, une souris. Cela fait peu de différence. Trouve-moi une créature morte, ou tue une créature vivante et apporte-moi son corps. Donne-le-moi comme une offrande, et en échange, tu auras ton présent. J'ai vu un oiseau mort là-bas, au bord de la pente, un pigeonneau. Il a dû tomber du nid, est-ce que ça fera l'affaire? Ah, et quel terrible secret détient un pigeonneau, dis-moi. Mais bon, cela suffira. Ne serait-ce que pour te donner une preuve, apporte-le-moi. 20 minutes plus tard, Boris était de retour. Il posa le pauvre petit corps flasque sur la terre noire, près des dalles brisées et écroulées, et de nouveau, le reniflement cynique résonna dans sa tête. Un bien petit tribut, en vérité. Mais peu importe. À présent, dis-moi, Dragosani, veux-tu connaître les habitudes de cette petite créature morte? Il n'en a pas, il est mort. Mais avant qu'il meure, peux-tu apprendre les choses qu'il savait? Il ne savait rien, c'était un oisillon. Que pouvait-il savoir? Beaucoup de choses. Maintenant, écoute-moi attentivement. Déploie ses ailes, arrache les petites plumes du bas, palpe-les, sens-les, frotte-les entre tes doigts et écoute-les. Fais-le. Boris s'exécuta, mais maladroitement, sans émotion et sans rien attendre. Des mythes, des puces et un scarabée détalèrent, fuyant le petit cadavre. Non, pas comme ça. Ferme les yeux. Laisse-moi entrer dans ton esprit plus complètement. Maintenant, comme ceci. Voilà. Boris se trouvait dans un endroit élevé. Il sentait une oscillation et entendait le murmure des hautes branches. Au-dessus de sa tête, la voûte bleue du ciel, accueillante, s'ouvrait vers l'extérieur, à l'infini. Il avait la sensation qu'il pouvait s'élancer vers le ciel et ne jamais s'arrêter. Il fut pris de vertige. Il revint dans son propre esprit, lâcha l'oiseau mort et s'agrippa à la terre. Ah ah. Quoi? Le nid n'était pas à ton goût, Dragosani? Mais non, ne t'arrête pas là, il y a davantage. Ramasse l'oiseau, serre son corps, palpe-le. Il est si souple dans tes mains. Palpe les petits os sous la peau, le crâne minuscule. Porte-le à ton visage, ouvre tes narines. Sens-le, respire-le, laisse-le t'instruire. Attends, je vais t'aider. Boris n'était pas seul. Il était une chose jumelle. Et il n'était plus Boris. C'est une sensation étrange, effrayante. Il s'agrippa avec force au souvenir de Boris et rejeta l'intrus. Non, non, laisse-toi aller.
entre dans la chose, ne fait qu'un avec elle, connaît ce qu'elle connaissait, comme ceci. Il faisait chaud. Il sentait une plateforme dure et ferme en dessous, une douce chaleur au-dessus. Le ciel n'était plus brillant ni bleu, mais sombre. Il y avait de nombreuses piqûres blanches de lumière, des étoiles. La nuit était silencieuse, un poids chaud pesait sur lui, des ailes le recouvraient. La chose jumelle se blottissait, quelque chose à proximité, un son, un ululement. Le corps chaud au-dessus, le corps de sa mère, qui le presse, protecteur des ailes qui se referment tremblantes. Un battement lent et lourd dans l'air qui s'intensifie, passe, s'estompe, devient plus faible. De nouveau le ululement au loin. La chouette chasse une proie plus petite que cette nuit. Le corps de la mère se détend un peu, le battement rapide de son cœur se calme. Des pointes de lumière vives emplissent le ciel, une sensation de douceur en bas, de chaleur. Maintenant brise le corps, Dragosani. Déchire-le, écrase le crâne entre tes doigts et écoute les vapeurs qui s'échappent du cerveau. Regarde la créature dans tes mains, ses entrailles, ses intestins, ses plumes, son sang et ses os. Goûte ce corps, Dragosani. Serre-toi de tous tes sens. Touche, goûte, vois, écoute, sens. Serre-toi de tes 5 sens et tu découvriras un 6e. Il est temps de voler, de partir. L'air appelle, soulève de nouvelles petites plumes et invite. Et l'être jumeau est déjà parti, s'est envolé. Les parents impatients, frustrés, volettent, planent dans l'air, appellent. Allez, vole, comme ceci et comme ceci. La terre est à une distance vertigineuse en dessous et le nid oscille dans le vent. Devenu une partie de l'oisillon, Boris s'est lancé avec lui, depuis les plateformes de brindilles frémissantes qui formaient le nid. Durant un bref moment, il connut l'ivresse du vol. Et l'instant suivant, il connut l'échec. Le vent violent le prit au dépourvu et les déporta sur le côté. Ensuite, le désarroi total qui l'envahit se changea rapidement en cauchemar. Tournoyant, tombant, une aile inexpérimentée se prenant dans la fourche d'un arbre, se tordant et se brisant. La douleur d'être suspendu par une aile brisée, puis la chute, le volettement, le plongeon et le craquement final d'un petit crâne s'écrasant sur une pierre. Boris revint brusquement en lui-même, rompit le charme, vit la bouillie informe qu'était devenue la chose qu'il tenait entre ses mains. Voilà. Est-ce que tu penses toujours que je ne peux rien t'apprendre? Comment as-tu trouvé ce savoir? N'était-ce pas un présent des plus rares? De toute mon existence, je n'ai connu qu'une poignée de personnes possédant un tel don. Et tu y as pris goût comme comme un oisillon prend plaisir à voler. Je te souhaite la bienvenue dans notre petite confrérie très ancienne et très restreinte en vérité, Dragosani. La bouillie informe glissa des mains de Boris, souilla la terre, laissant une humeur visqueuse sur ses paumes et ses doigts fuselés. Hein? Quoi? Boris Dragosani, le nécromancien. À ce moment-là, l'horreur de la situation avait submergé Boris, et il avait hurlé pendant un long moment. Puis une fois encore, il s'était enfui, saisi d'une telle panique que plus tard il n'avait gardé aucun souvenir de sa fuite, si ce n'était le martèlement de ses pieds et les battements de son cœur. Mais il lui était impossible de fuir son présent, lequel l'avait accompagné depuis ce moment-là. Ou peut-être n'était-ce pas là l'horreur de ce qu'il avait fait, qui avait occulté dans son esprit les souvenirs de cette fuite éperdue ce fameux soir, mais quelque chose d'autre qui s'était produit entre son hurlement et la fuite proprement dite. En tout cas, des vagues images de ce quelque chose étaient restées dans son esprit depuis lors, et jaillissaient à la surface de la mémoire de temps en temps, quand il s'y attendait le moins, comme maintenant. La clairière sombre où se trouvait la tombe, le cadavre disloqué, éparpillé en un amas confus de plumes, d'intestins et de membres arrachés de leur plaine, et un mince tentacule lépreux qui se dressait à travers la terre souillée, poussant sur le côté humus, aiguilles de pin, touffes de lichen et éclats de pierre. Lépreux, oui, et composé d'autre chose que de chair, mais strié de veines écarlates qui battaient. Et ensuite, un œil rouge vif qui se formait à son extrémité et scrutait le sol avec avidité. L'œil se dissolvait, remplacé par une bouche reptilienne et des mâchoires puissantes. À présent, le tentacule ressemblait à un serpent aveugle, lisse et tacheté.
Un serpent dont la langue écarlate dardait des pointes fourchues au-dessus des restes pitoyables du corps de l'oisillon, dont les crochets luisaient, blancs et pointus comme des aiguilles, et dont les mâchoires ruisselantes de bave s'activaient jusqu'à ce que le dernier morceau ait été dévoré et englouti. Puis les sortilèges s'étaient rompus, tandis que les membres palpitants et répugnants se retiraient rapidement, disparaissant dans la terre nue, comme aspirés dans ses profondeurs. Un petit tribut, comme l'avait appelé la chose dans le sol. Quand Dragosani en eut terminé avec les souvenirs et les rêveries, il se rendit en voiture à la ville dont il portait le nom. Entre les parcs à bétail du chemin de fer et la rivière située aux abords de la ville, il trouva le marché de vente et de troc qui prospérait ici chaque mercredi depuis l'époque où la ville n'était encore qu'un amas modeste de cabanes. En vérité, la ville de Dragosani avait très bien pu naître de cette place du marché, de ce lieu de rencontre. En outre, c'était ici qu'autrefois on traversait la rivière à gué. À présent, il y avait plusieurs ponts, et la pratique héritée des temps anciens avait été abandonnée. C'était ici, de longs siècles auparavant, que l'envahisseur turc venu de l'Est pillant et incendiant avait été arrêté par la rivière qui s'écoulait des Carpates méridionales avant de se jeter dans le Danube. C'est également ici que le Hunyadi, et après lui les princes de Valachie, étaient descendus de son château pour rassembler les combattants sous sa bannière et mettre à leur tête des voïvodes territoriaux, des seigneurs de terre chargés de défendre leurs terres contre les incursions des Turcs. La bannière sous laquelle les seigneurs avaient combattu était celle du dragon, sceau et emblème immémorial d'un défenseur, en particulier d'un défenseur chrétien contre les Turcs. Et à présent, Dragosani se demandait si ce n'était pas l'origine du nom de la ville. À l'évidence, c'était l'origine du dragon représenté sur les armoiries à l'endroit de la tombe oubliée. Sur la place du marché, il acheta un cochonnet vivant qu'il fourra dans un grand sac en toile percée de trous pour lui permettre de respirer. Il l'emporta jusqu'à sa voiture et le mit dans le coffre. Puis il sortit de la ville et trouva un chemin tranquille à l'écart de la grande route. Là, il entr'ouvrit le sac, brisa une ampoule de chloroforme dans le coffre avant de le refermer. Puis il attendit un moment, comptant jusqu'à 50. 10 minutes plus tard, une fois le coffre aéré, le pauvre cochonnet retourna à l'intérieur. Dragosani ne tenait pas à ce que l'animal meure. Pas tout de suite, en tout cas. Au début de l'après-midi, il avait quitté la vallée de la rivière pour retourner dans les avant-monts. Là, il gara la voiture à quelques centaines de mètres des collines en forme des croix interdites. Dans le soleil éclatant, prenant garde de se baisser et de rester près d'une haie d'arbres, il se dirigea vers les pentes fortement boisées et entreprit de grimper. Une fois sous la protection des pins, il se sentit plus tranquille, tandis qu'il montait péniblement le versant vers le lieu secret. Il portait sur son épaule le sac qui contenait le porcelet. Celui-ci était complètement inconscient, ignorant qu'il allait bientôt quitter ce monde. À l'emplacement de la tombe, Dragosani déposa l'animal drogué dans un creux entre des racines sinueuses, l'attacha à un tronc d'arbre et le recouvrit du sac afin de le maintenir au chaud. Il y avait beaucoup de cochons sauvages dans les collines. Si le cochonnet se réveillait et faisait du raffut, et si quelqu'un venait à l'entendre, il le prendrait pour l'un d'eux. Non que ce soit probable. Tout comme dans l'enfance de Dragosani, les champs laissés à l'abandon étaient retournés à l'état sauvage sur plus de 2 kilomètres. Quoi qu'il en soit, il laissa le cochonnet là où il l'avait mis. Il regagna son logement au milieu d'après-midi, commanda un dîner pour le début de soirée et dormit durant le reste de la journée. Il restait encore une bonne heure de lumière lorsque Ilse Kinkowski le réveilla. Elle lui apportait un repas copieux sur un plateau, accompagné d'1 litre de bière locale pour le faire descendre. Elle lui parla à peine, semblait maussade, et lui lançait des regards méprisants. C'était très bien ainsi, en fait. C'était exactement ce qu'il voulait. Du moins, essayait-il de s'en persuader. Mais comme elle sortait de la chambre, son regard fut attiré par le balancement de ses hanches, et il fut amené à reconsidérer son attitude. Pour une paysanne, c'était une jeune femme très séduisante, et il se demanda de nouveau pourquoi elle n'était pas mariée. Elle était trop jeune pour être veuve, et même en admettant qu'elle le soit, elle continuerait à porter son alliance, normalement. C'était plutôt étrange.